Oui, Marie. Bien, s'il vous plaît, merci de regagner vos places. On va commencer la commission permanente. Bon, je vais garder mon masque, c'est compréhensible? Vous m'entendez bien? Oui? Bien. Si je manque d'oxygène, je serai obligé de le retirer. Bien, mesdames et messieurs, les vice-présidents, mes chers collègues, avant d'ouvrir notre première commission permanente de l'année, ça marche. Alors, écoutez, je vais commencer comme ça. Avant d'ouvrir notre première commission permanente de l'année, je vais commencer par excuser un certain nombre de nos collègues. Madame Fabienne Scholammer, qui a donné sa procuration à Damien Thiriot, Monsieur Paul Fournier à Céline Brasseur, Madame Karine Colombo à Gérard Grelambert, Monsieur Dominique Thiebaud, qui a transmis son pouvoir à Dominique Viard, et Madame Brigitte Fischer-Patria, qui m'a donné le sien. Brigitte Fischer-Patria, qui est touchée par la maladie, comme beaucoup d'autres, mais qui va de mieux en mieux. Nous nous retrouvons dans cette salle Niederberger, qui nous permet de respecter la totalité des règles sanitaires. À quelques jours près, la levée d'une partie du protocole nous aurait permis de tenir cette séance en salle Jean Schwab, mais je ne voulais pas nous faire prendre de risques. Je pense que la prudence reste de mise en cette période toujours aussi compliquée pour nous et pour nos concitoyens. Comme je l'ai dit régulièrement, nous devons être irréprochables en ce domaine. Les rapports que nous allons examiner dans quelques minutes vont nous permettre de montrer le panel presque complet de nos interventions. Nos compétences touchent le quotidien des Hauts-Marnais et nous avons encore aujourd'hui la possibilité de le démontrer. Route, solidarité sociale, solidarité territoriale, association, soutien aux collectivités, environnement. Nous sommes la collectivité de l'action et de la proximité. Il est bon de le rappeler de temps en temps. C'est ce large spectre qui nous relie d'ailleurs avec une actualité riche sur laquelle je veux revenir. Vous avez tous, je pense, lu ces derniers jours les réactions après la parution du livre « Les Fossoyeurs » de Victor Castanet, qui relève les pratiques du groupe Orpea, un des plus grands groupes au monde de ce qui est devenu le business de la vieillesse. Les actes de maltraitance qui sont rapportés sont un scandale et le limogeage de son directeur général ne pourra pas exonérer Orpea de ses responsabilités en tant qu'entreprise. La convocation de nouveaux dirigeants par la ministre en charge de l'autonomie était bien un minimum. Une enquête approfondie doit être menée. Elle doit concerner les pratiques du groupe, évidemment, mais aussi les manquements de l'inspection générale qui est en charge du contrôle des EHPAD. Ce n'est pas admissible que si peu d'établissements soient visités et que l'État doit également prendre ses responsabilités. Il doit prendre en compte la situation de ces EHPAD. Il n'est pas normal que ces révélations passent par une enquête de presse. Vous le savez, je veux aller plus loin pour le département. Nous savons tous ici que ce qui est décrit malheureusement n'est pas marginal. Ce n'est pas spécifique au groupe Orpea, pas spécifique à la gestion privée, cela concerne également les établissements publics. Il ne se passe pas une semaine sans que je reçoive un courrier d'une famille meurtrie par le traitement reçu par un parent. C'est notre quotidien et trop souvent, nous préférons regarder ailleurs. Comment peut-on exercer les fonctions de directeur pour 5 établissements? J'en ai connaissance en Haute-Marne. En tant que co-tutelle, nous ne pouvons pas laisser faire, que ce soit le mode de gestion utilisé. C'est d'ailleurs le sens de l'Observatoire départemental des EHPAD que j'ai voulu lancer et qui est en cours de construction. Dès la fin de l'année, j'ai obtenu de l'État, qui n'en voyait pas l'utilité à l'époque, d'avoir un organisme qui regroupe tous les acteurs de l'autonomie afin de faire un état des lieux chaque année de la situation des EHPAD du département. Il s'agit de savoir de quoi on parle pour mieux répondre aux manquements et aux progrès à réaliser. C'est également pour cela que j'ai favorisé la création d'un groupe de travail à l'ADF
sur ce projet dès mon élection à la tête du groupe DCI. C'est un enjeu national et j'espère que les candidats à l'élection présidentielle s'en saisiront, car il concerne chaque famille française. Plus de 2,5 millions de personnes vont dépasser 75 ans cette année, dont une partie va devenir dépendante. L'État et les départements doivent anticiper et construire une réflexion d'ensemble en plaçant la question du financement au cœur des discussions. Je souhaite, pour ma part, que nous simplifions les choses en laissant le département piloter cette politique. Je ne sais pas encore ce qui sortira de notre initiative ou des enquêtes à venir, ni même de la fameuse loi sur le grand âge qui a été tant de fois promise, mais je veux vous dire que je me battrai pour que ce sujet soit davantage mis en lumière, car c'est aussi notre regard qui doit changer sur la façon d'envisager l'autonomie. Personne ne doit tourner la tête quand il passe devant un EHPAD. La situation est grave, ce n'est pas acceptable dans un pays comme le nôtre. Alors j'entends d'ici celles et ceux qui me diront qu'on n'écoutera pas le petit président d'un petit département, mais attendre que les autres le fassent ne peut pas être un choix politique, critiquer sans agir ne peut pas être un objectif. C'est cet activisme qui m'a permis d'obtenir de l'État la signature d'un accord départemental avec une annexe financière sans précédent pour notre territoire, plus de 91 millions d'euros pour soutenir nos projets. J'entends souvent dans cette Assemblée qu'il faut que j'adresse des courriers de complaintes, qu'il faut que j'exige plus de l'État. J'aurais pu signer cet accord il y a quelques mois, vous le savez, mais j'avais refusé. J'avais demandé qu'on l'améliore, qu'on l'enrichisse. Il manquait le détail financier, ils ont été précisés et confortés. Surtout, cet accord a vu intégrer la question si essentielle de la santé et du Ségur. J'aurais pu laisser fermer la porte au regard de nos divergences politiques, pacte de Cahors, perte de l'autonomie fiscale, généralisation du 80 km/h sans concertation, mais quand on travaille pour le territoire, on n'a pas le droit de placer nos différents politiques avant l'intérêt de nos concitoyens, des Hauts-Marnais. Ils ne me le pardonneraient pas, et ils auraient bien raison. Comme l'État, le département de la Haute-Marne s'est lancé dans un grand plan de relance en faveur de son territoire. Adopté dès décembre 2020, cap 2030, c'est plus d'un demi-milliard d'euros d'investissement qui concerne avant tout le quotidien des Hauts-Marnais. Ce quotidien qui est ma préoccupation permanente. Ces projets, nous aurions pu les mener quoi qu'il arrive, mais le soutien de l'État va permettre de les accélérer considérablement, d'aller plus vite dans leur réalisation. Quand je vois la Côte d'Or, 3 fois plus peuplée que nous, avec un accord départemental de 15 millions d'euros pour un soutien de l'État à 4 millions d'euros, ou d'autres départements qui ont signé sans annexe financière, c'est-à-dire sans engagement de l'État, je crois que la méthode utilisée pour obtenir des résultats porte ses fruits. Cette rencontre avec le Premier ministre a été également l'occasion de lui rappeler mon souhait de récupérer les routes nationales dès l'accord trouvé sur la loi 3DS lundi. Je lui ai immédiatement écrit pour lui demander le transfert de la route nationale 67 et de la route nationale 19, qui sont la colonne vertébrale du département. La RN4 faisant déjà l'objet d'une inscription au projet de développement du territoire CIGEO pour des travaux importants et étant davantage d'intérêt régional. Cette loi va d'ailleurs nous permettre de soutenir financièrement le futur projet hospitalier Centre et Sud Haute-Marne. J'ai assisté mardi à l'installation du premier conseil d'orientation de la conférence santé, auquel participaient de nombreux élus représentant les EPCI, les villes avec des centres hospitaliers, la région, l'ARS, le groupe Elsan et le préfet. Il en est ressorti un accord sur la méthode de travail et un calendrier serré. Nous avons 6 mois pour écrire le projet de santé en nous appuyant sur les professionnels de santé dans tous les domaines de médecine, en cohérence avec le projet validé par le Ségur de gradation des soins. C'est ambitieux, il ne faut pas perdre de temps, c'est également fragile, il faut faire attention à se respecter. Par exemple, quand on participe à une réunion en faveur d'un projet, on ne peut pas manifester quelques jours plus tard contre ce même projet. Nous devons travailler ensemble. L'avenir de la santé en Haute-Marne mérite qu'on dépasse largement nos différences personnelles, politiques et même d'appréciation sur ce projet. Je veux terminer en vous faisant trois informations. D'abord, nous sommes en train de travailler sur une évolution de nos aides afin de permettre de soutenir davantage les projets situés sur le périmètre du parc national. Nous devons mieux profiter de cette chance qui nous est donnée dans la limite des règles fixées par la loi NOTRe et maintenant la loi 3DS. Je me réjouis également de vous annoncer les retrouvailles avec le Salon international de l'agriculture qui aura bien lieu après beaucoup d'incertitudes. Ce sont 27 producteurs qui porteront fièrement les couleurs de notre marque de territoire, les savoir-faire de notre département sur notre stand.
C'est un message très important dans cette morosité ambiante. Bien sûr, tous les protocoles sanitaires devront être respectés et nous avons tout mis en place pour que la santé de tous soit préservée. Enfin, je m'y étais engagé. J'ai officiellement missionné notre collègue Bertrand Olivier sur les questions de patrimoine et d'habitat dans notre département. Cette mission doit comporter plusieurs phases: la réalisation d'un diagnostic de l'état du bâti ancien en Haute-Marne, l'établissement d'un plan global pour favoriser la réhabilitation et la revitalisation des centres-villes, l'identification des secteurs géographiques prioritaires et enfin un calendrier de mise en œuvre. Il sera accompagné par un groupe de travail d'experts qui sera chargé du suivi de la mission. L'objectif ambitieux est de doter le département d'une politique volontariste en la matière, avec un rendu pour arbitrage au printemps 2023. Plus que jamais, il est devenu vital de préférer le milieu et le cadre de vie à taille humaine. Notre ruralité plus ouverte, longtemps présentée comme en déclin, offre de multiples possibilités auxquelles les populations aspirent à nouveau. Un territoire comme le nôtre doit prendre son destin en main. Je crois que nous allons encore pouvoir prouver que nous sommes prêts à répondre à ces attentes. Je vous remercie. Alors, mes chers collègues, qui veut réagir à ce propos introductif? Oui, Madame Robert Dehaut et Madame l'avocat. Je vous remercie. Juste une remarque sur la première partie de votre intervention sur les EHPAD. Je faisais partie déjà lors de mon dernier mandat de la 5e commission à l'époque, et je me rappelle qu'avec Madame Blanc, nous avions parlé de la gestion en fait, enfin de la prime à la mauvaise gestion, et ça m'avait beaucoup marqué. On n'a pas tellement le choix lorsque un EHPAD n'est pas forcément bien géré. Lorsqu'il y a des caisses qui se vident, on les rend floues, mais on a du mal à motiver les directeurs de ces EHPAD pour qu'ils travaillent mieux et qu'ils arrivent pour modifier leur mode de fonctionnement. Et on se heurtait, d'après mes souvenirs, on se heurtait à cela, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer, on peut pas faire démissionner un directeur, on peut pas. Et ça, c'est un problème, puisque si les personnes qui ne sont pas forcément dans une bonne gestion restent en place, on continue à avoir une mauvaise gestion. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire évoluer avec l'observatoire, suite aux observations de votre observatoire, justement? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait changer? Bien, je vous réponds tout de suite. Effectivement, cette question liée aux difficultés dans les EHPAD, je vous rappelle quand même que 6 mois qu'on en parle très régulièrement ici. Effectivement, j'en ai parlé. J'ai pas eu l'écho du. Il a fallu ce rapport et ce livre qui est sorti la semaine dernière pour qu'on commence à s'intéresser à ce qui se passe. Je crois d'abord que on doit s'intéresser à ce qui se passe dans les EHPAD. Il y a une co-tutelle des EHPAD, donc l'ARS n'est pas uniquement en charge de ce qui s'y passe. Je rappelle aussi qu'on finance une grande partie du fonctionnement des EHPAD sur la dépendance et sur l'hébergement. On est effectivement tous membres de conseils d'administration et moi je vous demande vraiment d'être actifs dans ces conseils d'administration. On a tous des remontées de famille dans les EHPAD. Alors évidemment il ne s'agit pas de dire que tous les EHPAD fonctionnent mal, mais on entend effectivement très régulièrement beaucoup d'EHPAD en difficulté. Le mot maltraitance est utilisé, il est utilisé dans le livre, mais c'est la réalité. Et on a effectivement l'impression de découvrir aujourd'hui ce qui se passe dans nos EHPAD, cette dégradation qui finalement date d'avant la crise sanitaire. Sauf que c'est un sujet que longtemps les départements n'ont pas voulu s'approprier en disant nous finançons une partie du fonctionnement, le reste ça ne dépend pas de nous, c'est à l'État de le faire. Et comme je le dis dans mon discours, on tourne la tête et on ne veut pas savoir ce qui s'y passe. Et les quelques familles qui parlent, on peut d'ailleurs, on les met dans la catégorie des gens jamais contents. La vérité, c'est que les familles qui parlent dans les EHPAD, ce sont les familles qui rendent visite à leurs parents. Celles qu'on n'entend pas, c'est celles qui ne rendent pas visite, et on le sait très bien, à leurs parents qui sont éloignés ou qui ne s'y rendent pas du tout. Voilà. Donc aujourd'hui, je veux vraiment qu'on soit en grande responsabilité sur cette question. Je vous l'ai dit, à l'ADF, on a créé un groupe qui s'appelle le groupe Grand Âge. Un vice-président a été dédié à ces questions.
Cet observatoire, d'abord, c'est un observatoire qui va se faire sur le long terme. L'objectif de l'observatoire, c'est d'avoir des conclusions chaque année avec un rapport sur le fonctionnement, mais aussi le bien vivre dans les EHPAD. Et donc, ça nous permettra d'avoir une vision annuelle du fonctionnement des EHPAD dans leur ensemble. Parce qu'on est bien conscient que quand le président du conseil départemental visite un EHPAD, la visite a été préparée, les activités ont été préparées, il faut être quand même assez lucide. Alors, c'est politiquement difficile de le dire, mais c'est quand même comme ça que ça se passe. Je vous ai donné l'exemple aussi aujourd'hui d'EHPAD qui sont dirigés par des directeurs qui ont 3, 4, 5 établissements en charge. Comment on peut être en proximité? Comment on peut vraiment connaître la vie d'un EHPAD quand vous êtes à la direction de 3, 4 ou 5 établissements? Ce n'est pas possible, et ça, c'est l'ARS qui est responsable de ça. Je le dis, c'est l'ARS parce qu'on doit avoir un EHPAD, un directeur, 2 EHPAD, un directeur, mais au-delà, ça me paraît compliqué d'avoir quand même ce rôle de direction, de proximité avec les familles, de proximité avec les professionnels. Donc moi, je ne mets pas en cause les professionnels dans les EHPAD. On a eu ici une politique qui a été assumée, c'est clair. Les établissements pouvaient se moderniser, pouvaient faire des travaux, mais par contre, il y avait une consigne qui a été longtemps donnée ici, de ne pas faire évoluer le prix de journée. On sait bien que dans les EHPAD depuis 20 ans, on y arrive de plus en plus tard, on y arrive de plus en plus dépendant, la prise en charge est de plus en plus lourde, par contre le prix de journée n'a pas augmenté. La difficulté, elle est là. Je ne suis pas en train de vous annoncer qu'il faut augmenter le prix de journée, parce que ça ne réglera pas tout. Mais il faut quand même qu'on ait une réflexion très large sur ce qu'on veut pour nos aînés. Je veux vraiment qu'on soit actif dans les EHPAD, et on va faire des propositions fortes. Et moi, je le dis aussi, je suis vraiment pour que les départements reprennent toute leur place sur ces questions de dépendance au sens large. Voilà, donc je crois que maintenant les choses vont dans le bon sens. Le rapport qui est sorti, le livre qui est sorti, effectivement un groupe privé qui flèche quelques établissements en France. On n'est pas concerné dans le département, donc c'est bien qu'on a aussi des groupes privés dans le département, qu'on a des établissements publics et qu'il y a des difficultés qui sont très similaires à ce que vous pouvez lire dans le livre. D'ailleurs, je vous incite à le lire parce que beaucoup ont fait tout pour ne pas sortir ce livre, parce qu'il dérange. Et je crois que voilà, il en faut des livres comme ça pour faire avancer les choses. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Vous savez, vous connaissez ma conviction. J'ai lourdement insisté depuis maintenant plusieurs mois sur cette question parce que c'est un sujet de société. Et j'invite aussi les candidats à la présidence de la République à se saisir de cette message parce que c'est un vrai sujet qui concerne tous les Français, qui concerne tous nos aînés. Et on sera tous un jour concernés de près ou de loin. Alors, Madame l'avocat avait demandé la parole. Oui, Président, mais vous avez complété ce que j'allais dire. Bon, il est vrai que la dichotomie de gestion entre le conseil départemental et l'ARS pose vraiment des problèmes, puisque nous ne pouvons pas agir sur le personnel soignant, donc sur le nombre d'infirmières, par exemple. Et c'est vraiment, c'est souvent là que le bas blesse, parce que s'il n'y a pas une bonne infirmière coordonnatrice et des infirmières en nombre pour pouvoir avoir des aides-soignantes qui travaillent bien, on a déjà un côté prise en charge médicale qui n'est pas excellent, qui n'est pas toujours excellent. Le problème, et ça on l'a vécu souvent, quand on fait une inspection, bon, on prévient, hein, on dit tiens, on va venir lundi à telle heure. Enfin, lundi dans 15 jours à telle heure, donc automatiquement tout va bien. Les personnes du conseil départemental, quand elles vont faire une inspection, on rende très vite leur verdict. Le verdict de l'ARS se fait souvent attendre des mois, voire des semaines, voire des mois, et c'est un petit peu compliqué. Vous avez raison, on marginalise les familles qui montent au créneau en disant mon père ou ma mère ne sont pas bien pris en charge. Et on ne peut que se réjouir de pouvoir avoir un peu plus d'intervention possible à faire au niveau des EHPAD, même si
vous avez raison aussi de le dire, tout ne va pas mal. Hein, on n'est pas où on en est dans ces EHPAD où on a tant de biscottes à distribuer le matin. Si par malheur on en casse une, le directeur allait en acheter sur ses propres fonds pour que les gens aient à déjeuner le matin. Enfin, ça, on n'en est quand même pas réduit à ça dans nos EHPAD. Et puis le deuxième point que je voulais aborder, c'est vous remercier pour faire un programme spécial pour le parc national. Parce que nous voyons bien que ce qui nous manque particulièrement, c'est de l'hébergement, de la restauration et de l'occupation sur place. Et on a beaucoup d'idées, hein, c'est dans toutes les communes, mais malheureusement, c'est vrai que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et donc, je vous remercie d'avoir pensé à ça. Puis, je suis prête volontiers à travailler avec la commission qui va réfléchir à tout ça. Merci. Merci, Madame l'avocat. J'ajoute, pour revenir sur les EHPAD, et ensuite je propose de passer à un autre sujet, sauf si vous voulez bien sûr intervenir, c'est un sujet important. Depuis 2 ans, les EHPAD se sont refermés aux visites. Vous ne pouvez plus rendre visite comme ça, sans prévenir un voisin. Donc, on a aussi des établissements qui se sont refermés, et ça n'a pas été non plus dans le bon sens. Il y avait bien sûr le problème sanitaire qu'on devait fermer pour éviter, bien sûr, l'entrée de la Covid dans les établissements, mais ça n'a pas non plus rendu service et ça a refermé ces établissements qui ont beaucoup de mal à se réouvrir encore maintenant. Donc, parce que j'allais vous dire, moi je vous invite, vous connaissez tous quelqu'un qui n'est peut-être pas de votre famille, mais qui est un ancien habitant de votre commune, je vous invite à vous rendre dans les EHPAD, sans prévenir, aller rendre une visite en semaine, dimanche, ce que certains maires faisaient, c'est-à-dire aussi... ne pas oublier nos aînés au moment des vœux, c'est-à-dire on allait voir les aînés de notre commune. Tout ça aujourd'hui c'est refermé. Donc on n'a plus cette possibilité de voir par nous-mêmes. Donc aujourd'hui, demandez, je vous demande moi d'aller rendre visite à des voisins, des connaissances dans les EHPAD, aller voir ce qui s'y passe. Voilà, et sans prévenir, bien sûr. Oui, Madame Robert Dehaut. Oui, pour revenir à l'observatoire, alors je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. En tout cas, ne serait-ce qu'avec les salariés, les personnes qui travaillent en restauration dans ces EHPAD. On a déjà beaucoup de renseignements et ce sont souvent les premières à dénoncer une maltraitance. Quand les personnes, par exemple, mettent du temps pour manger, on leur retire leur repas alors qu'ils n'ont pas fini parce qu'ils sont trop lents. Et là, moi j'ai beaucoup discuté avec des personnes dans la restauration. Alors, est-ce que l'observatoire inclut de communiquer avec des personnes, alors la restauration en particulier, parce qu'évidemment il s'agit de se nourrir, donc c'est important. Est-ce que ça inclut cela ou pas? Je ne sais pas, je vous pose la question. L'observatoire va bien sûr être en communication avec tous les acteurs, ceux qui sont dans la vie du quotidien, c'est-à-dire vous parlez de la restauration, c'est tellement essentiel dans un EHPAD. La qualité de l'alimentation, c'est important dans les écoles, mais j'allais dire c'est encore plus important dans un EHPAD. Donc oui, on va rencontrer tous les personnels qui interviennent de près ou de loin, mais évidemment les professionnels de santé, mais les professionnels, vous parlez des professionnels de cuisine, oui, mais aussi tous ceux aussi qui font des animations, mais aussi les associations qui interviennent de l'extérieur, qui interviennent faire des animations, et puis on va aussi interroger les familles. Et puis, je ne sais pas si on pourra le faire, parce qu'évidemment, beaucoup ne sont pas en capacité de le faire, mais je ne m'interdis pas non plus qu'il y ait des discussions très sereines avec les résidents. Alors, est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Oui, Monsieur Olivier. Oui. Je voulais bien évidemment vous féliciter pour cette initiative, Monsieur le Président, sur cet observatoire. Je pense que c'est impératif, très urgent sur le territoire. Moi, j'observe par ailleurs depuis 16 ans que je suis président du conseil de surveillance de l'hôpital de Joinville, une dégradation forte des relations qui sont faites avec les structures supérieures et notamment avec le GHT. Aujourd'hui, notre rôle est vraiment infime. On est là pour valider des dossiers, mais nous avons moins en moins de prise sur ce qui se passe dans les établissements. Et on observe une dégradation qui est extrêmement forte des relations, notamment entre les directions, intra-directions, et également entre la direction et le personnel. Donc il est vraiment urgent aujourd'hui de faire le point. J'inviterai dans cet observatoire également à ce qu'on puisse avoir aussi un rôle de relais et de contact en tant que président
tous les collègues qui sont présidents de conseils de surveillance pour qu'on puisse, également s'écouter et avoir un retour d'expérience de notre part. Et puis je voulais vous remercier tout simplement pour le renouveau de la mission que vous m'avez donnée autour de l'habitat et du patrimoine. C'est une mission extrêmement importante, dense, mais vous avez laissé le temps pour mener à bien cette mission et qui est effectivement pour le territoire. Je regarde ma collègue Anne-Marie Nedelec sur la dynamisme de notre territoire. Oui, on y croit. Des habitants et chaque semaine viennent sur la Haute-Marne. Il en faut encore plus, mais on a, je pense, une grande chance d'avoir un très beau département. Donc merci pour cette mission. Merci, Monsieur Olivier. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention complémentaires? Nous prenons donc le premier rapport de cette commission permanente. Il s'agit d'un rapport assez classique d'information sur les marchés attribués et les avenants conclus. C'est M. Gendreau qui présente ce rapport. Merci, Président. Simplement un rapport habituel sur les contrats qui ont été passés depuis la dernière fois. Il y a trois choses à noter particulièrement. Le premier, c'est enfin le passage en CAO du confortement de la traverse de Tenancier-Joinville. C'est des travaux qui étaient prévus depuis maintenant de nombreuses années, 851 424 €. Ensuite, également passage en CAO pour la fourniture et le transport de liant, 260 000 €. Et puis, en ce qui concerne la souscription du contrat d'assurance prestations statutaires pour les départements, pour 276 896 €. Ce sont les trois contrats qui sortent un peu de l'ordinaire. Au passage, il y a des travaux de réfection dans les bureaux de la présidence et puis de la salle Jean Schwab pour 59 000 €. Autrement, ce sont des travaux classiques. Vous avez pu le voir sur votre rapport. C'est une information. Merci, Monsieur le Premier vice-président. Y a-t-il des questions sur ce premier rapport? C'est une information, ce n'est pas soumis au vote. Pas de demande de précision. Je vais donc considérer que vous avez pris acte. Le rapport numéro 2, il s'agit du rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes. Alors, vous avez déjà pu le lire dans la presse locale, qui a titré, qui a résumé parfaitement les conclusions de ce rapport, mais M. Gendreau va y revenir un peu plus précisément, bien sûr. Merci, Président. Donc, ce rapport pourrait se résumer en trois lettres, RAS. Simplement, les recommandations sont des recommandations plutôt techniques. On confirme la gestion saine du département. Il y a des recommandations et des rappels au droit qui sont des rappels au droit plutôt plus techniques et juridiques et qui sont à la limite, d'après mes connaissances en droit administratif, plutôt contestables, c'est-à-dire qu'on pourrait en discuter devant un tribunal administratif. J'ai plus lu la partie concernant les infrastructures routières. Vous avez remarqué que, en ce qui concerne le routier, on est plutôt pas mal. Bon, il y a juste une remarque par rapport à l'état des ouvrages d'art. On est bien sûr un petit peu en retard, mais je pense qu'on n'est pas les pires. Et puis, il faut noter aussi que ce retard apporté à la réfection des ouvrages, c'est plutôt un problème récurrent de personnel compétent et de personnel en général même que de volonté du département. Donc ça, si on réussissait à trouver le personnel pour remplir les missions, je pense que vous vous souvenez que les postes sont ouverts et on ne demande que la possibilité de faire. Voilà. Autrement, je pense qu'il y a rien c'est vraiment rien à dire, si ce n'est que si toutes les entreprises étaient gérées comme le département, je pense que la France retournerait bien mieux. Merci, M. Gendreau. Belle conclusion. Oui, Mme Robert Dehaut. Je vous remercie. Le rapport de la Chambre régionale des comptes termine son étude fin 2019, début 2020. Alors le décalage est important, évidemment, normal, et d'autant plus amplifié par la crise sanitaire. J'aurais cependant quelques remarques assorties de questions. Alors je ne demande pas des explications, mais plutôt des informations complémentaires sur ces quelques sujets
pour une transparence totale et puis une bonne compréhension du rapport également. Alors, je fais les remarques dans l'ordre du rapport. Alors, sur le projet Animal Explora qui a été abandonné, donc cet abandon n'est pas pris en compte d'ailleurs, naturellement, pour une question de calendrier dans ce rapport. Et la question nous a été posée de l'affectation des 11 millions dépensés pour ce projet. C'est pourquoi je souhaite vous demander s'il serait possible d'avoir un récapitulatif de ces dépenses, bien sûr, sans entrer dans les détails de chaque ligne, mais plutôt une destination des masses générales, telles que voirie, bureaux d'études ou autres. Nous aimerions également savoir s'il est possible d'avoir une estimation de la remise en état du secteur. Vous nous aviez dit l'autre jour que ce n'était pas très cher. Bon, même si cette demande est un peu prématurée, je sais que vous avez mandaté un cabinet d'études. Vous avez sans doute une idée globale. Ensuite, le département contribuera au fonds de résistance Grand Est en versant à la région une avance remboursable de 3,6 millions d'euros qui serait restituée par cette dernière à compter de 2025 ou transformée en subvention sur décision de l'Assemblée départementale. J'aurais aimé avoir une explication sur le mot subvention, si c'est la subvention de la région ou du département, je ne comprends pas très bien, et quels sont les risques de ne pas retrouver ces fonds, s'il y en a. Concernant la relation SNCF-Réseau et le département, certains ouvrages d'art ont été transférés au département sans mise à disposition de dossiers techniques, ce qui limite le degré de connaissance des structures concernées. SNCF Réseau refuserait systématiquement de remettre les éléments en sa possession. On note fin 2019, 45 réhabilitations lourdes d'ouvrages d'art à réaliser pour un seul réalisé. Monsieur Gendreau vient nous expliquer qu'on manque également de personnel, mais quelles sont les solutions que vous pouvez apporter? Et ce manque de réhabilitation est-il dû uniquement au refus de SNCF Réseau à nous fournir les éléments? J'ai également une petite question sur les amendes de police, c'est plus de la curiosité. Il me semblait que celles-ci étaient affectées à 100% pour la sécurité routière et que c'était une obligation. Or, il semble que dans ce rapport, elles ne sont affectées qu'à un tiers, soit 400 000 € pour une autre destination. Y a-t-il une raison particulière à cela? Ensuite, et dans un souci de transparence par rapport à cette Cour des comptes, je m'interroge sur certaines dépenses liées à la présidence. Je m'étais étonnée du montant de l'achat d'un véhicule de 78 711 €, en l'occurrence une DS hybride à toutes options, achetée en Côte d'Or. Pourquoi en Côte d'Or? Je pense qu'on a des concessions Citroën en Haute-Marne, dont nous avons voté l'achat lors de la dernière session de novembre. Je vois sur le parking une 3008 neuve, ce qui est, je suppose, votre véhicule de fonction. C'est tout à fait normal, je ne reviens pas là-dessus, bien sûr. L'ensemble des deux véhicules se monte à plus de 110 000 €. Je m'interroge d'une part sur le fait que la 3008 ne soit pas passée en commission, mais il y a sans doute une raison qui m'échappe. D'autre part, quelle est l'affectation de la fameuse DS, puisque la 3008 semble vous être destinée? Serait-ce là le début d'une flotte présidentielle? Je plaisante. Enfin, je tiens à saluer le fait que la taxe d'habitation, depuis 2016, sur le bâti, en tout cas pour la part du département, n'ait pas augmenté. Cela ne peut que jouer un rôle positif dans l'attractivité du territoire. Merci pour votre attention et pour vos réponses. Sur Animal Explora, on va vous donner le détail, puisque effectivement on l'a préparé. Donc, on l'avait même communiqué à la presse. La presse avait ces éléments. Donc on va y revenir, on est en train de reboucler, mais on a les éléments. Ouais, je les ai, ça y est. Alors, sur les 11 millions d'euros, tout est disponible, hein, on peut même vous donner le détail. Hein. On a de la maîtrise d'œuvre pour 4 millions. On a la VRD, c'est-à-dire des travaux. Vous savez, Madame l'avocat avait évoqué ces sujets. Nous étions en période de crise. On a souhaité sauver des entreprises et donc on a fait démarrer les travaux qui correspondaient au projet de l'époque. C'est 5,3 millions. Voilà. Et puis ensuite, on a de l'AMO pour 1,4 million. Donc vous avez effectivement à peu près 50% de travaux qui ont déjà été réalisés, de l'assainissement, de la voirie, des travaux préparatoires au projet. Et vous avez le reste de la maîtrise d'œuvre pour 4 millions et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour 1,4 million. Voilà.
Attendez, je vais jusqu'au bout de ma réponse. Pardon, oui. je pensais Mais le détail des entreprises qui sont intervenues, tout ça, on peut vous le donner. On a tout ça. D'accord. J'avais le souvenir d'amendes qui avaient lieu à l'époque pour des retards de paiement, retards de travaux du département d'ailleurs, d'amendes relativement importantes que le département avait dû... Pas sur ce projet. Sur Animal Explora, si, Non, du temps non, du non, président Sudo. Je vous confirme que non. Le vice-président de l'époque qui suivait les finances me confirme que non. Pour pénalité de retard Pour pénalité de retard sur d'autres projets, oui. Sur Animal Explora Non. Vous allez me dire que c'était sur le parc Odin, mais c'était sur Animal Je Explora. ne vois pas, parce qu'en fait, pas de pénalité de retard sur des projets qui n'ont pas commencé. Il y a eu cette période de crise économique où on a vraiment souhaité soutenir des entreprises du secteur. Et donc, on a commencé les travaux. Le coût est là, hein, c'est 5,3 millions. Sur le reste, ce sont effectivement principalement des études. Mais je ne dis pas aujourd'hui, on constate tous ici, on partage tous qu'aujourd'hui, on a engagé 11 millions d'euros, que le projet n'aboutit pas. C'est 11 millions d'euros perdus, c'est une perte sèche pour le département. Enfin, je veux dire, en décidant d'arrêter ce projet, c'est effectivement 11 millions d'euros perdus pour un projet qui n'aboutit pas. Et vous avez posé la question, un certain nombre de travaux qui doivent être réalisés pour remettre en état le parc. Alors, je peux vous annoncer quand même qu'on a déjà commencé à travailler sur la méthode de travail. On va mettre en place un comité de pilotage à parité entre les élus de Châteauvillain et les élus du département et bien sûr des techniciens qui vont travailler sur cette remise en état parce qu'il s'agit que cette remise en état soit en cohérence aussi avec les projets que la commune de Châteauvillain pourrait avoir pour ce parc. Donc ce comité de pilotage est quasiment bouclé. On va travailler ensuite sur le cahier des charges du cabinet qui va nous conseiller et nous accompagner pour la remise en état. Donc voilà, donc ce travail, mise en place du comité de pilotage, travail du comité de pilotage sur le contour de toutes les questions qu'on peut se poser pour remettre en état le parc, le mur, et je l'annonce aussi, la maison des récollets. Je veux vraiment qu'on ait une étude de faisabilité sur ce qu'on fait de cette maison des récollets qui appartient au conseil départemental. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Et puis, je finis le tour de boucle sur Châteauvillain. On travaille également sur un plan d'accompagnement de la collectivité Châteauvillain et communauté de communes des Trois-Forêts pour accompagner les projets portés par l'Interco sur Châteauvillain et sur Châteauvillain même. Voilà. Pour l'instant, il y a encore des choses qui peuvent évoluer. On est en pleine discussion avec notre collègue Marie-Claude Lavocat. En tout cas, voilà. Sur le fonds résistance, vous rappelez que le fonds résistance, c'est un fonds qui a été lancé par la région, mais les intercommunalités ont participé à ce fonds résistance, le département a participé à ce fonds résistance et la Banque des territoires a participé à ce fonds résistance à parité 25, 25, 25, 25. On a provisionné un certain nombre de crédits pour accompagner, on a accompagné des entreprises, mais aussi des associations avec un comité de programmation qui était présidé par, à l'époque, Christine Guimy, qui était vice-présidente de la région, et par moi-même. Donc on a provisionné cet argent, voilà. Donc, on a ce premier. Donc, effectivement, l'époque du rapport, c'est effectivement l'époque où on a mis en place ce fonds résistance. Pourquoi on parle d'avance remboursable ou de subvention? C'est parce qu'une avance remboursable, vous devez rembourser, une subvention, vous ne devez pas rembourser. La question de la subvention ne se pose plus, en tout cas pour l'instant, puisque les remboursements ont commencé, et aujourd'hui, les entreprises à qui on a avancé de l'argent remboursent. On s'était laissé la porte ouverte à transformer cette avance remboursable en subvention. Pour l'instant, la question n'est plus à l'ordre du jour. Sur les véhicules, j'attendais évidemment une question sur cette question. Alors, vous avez effectivement deux belles voitures 3008 sur le parking, une qui m'appartient, une qui appartient au conseil départemental. Pourquoi elle n'est pas passée en commission? Tout simplement parce que c'est une voiture d'occasion et que c'est en dessous du seuil et que le directeur général des services peut commander un véhicule de service sans passer par la commission d'appel d'offres. C'est les délégations
du directeur général des services qui achète des véhicules très régulièrement. Il y a des seuils et donc même si vous voyez que cette voiture est neuve, elle n'est pas neuve. Mais je vous ai pas parlé, pardon, excusez-moi de vous couper, je vous parlais pas de celle-là, parce que là il y en a deux, je vous parlais pas des... Non mais vous m'avez parlé des 3008, vous m'avez Oui, pas... c'est la neuve. Non mais je vais vous apporter maintenant la réponse sur la DS9 qui va remplacer la DS5. La DS5 a été achetée à l'époque, quand je suis arrivé président du conseil départemental. Non, c'est DS5, qui a été achetée par le conseil départemental pour remplacer une voiture qui avait presque 300 000 km et qui avait coûté plus du double du prix d'achat en réparation. Première chose que le directeur général des services m'avait indiqué, on va rentrer dans le détail, m'avait dit, Président, ne gardons pas ça, elle a déjà coûté le double du prix d'achat neuf. Bon. Elle est restée au garage, elle est d'ailleurs vendue, vous ne la verrez plus, la C6 Citroën, achetée par Bruno Sido, elle avait plus de 300 000 km. C'est d'ailleurs un peu comme ça qu'on fonctionnait dans cette maison, on réparait sans entretenir, c'est-à-dire que plutôt que de changer un portail, on préférait mettre une plaque de métallique dessus pour cacher la misère, et ça c'était une politique appliquée au matériel, appliquée au bâtiment. C'est une politique que je ne partage pas, d'où les travaux qu'on vous propose régulièrement, parce que le département, c'est du patrimoine qu'on doit entretenir. Donc la DS5 approchant les 100 000 km, c'était le moment de la vendre, elle a été vendue et on a décidé de faire l'acquisition d'une DS9, comme beaucoup de présidents de département achètent une DS9. Je rappelle quand même que la DS9, c'est mon véhicule de travail, c'est mon bureau, c'est une des plus belles voitures françaises. Effectivement, elle est commandée à Dijon parce qu'on n'a pas en Haute-Marne de concessionnaire DS. Donc le premier concessionnaire DS qui existe en Haute-Marne, vous l'avez à Dijon. Donc on a acheté cette DS9 à Dijon, elle est commandée très exactement depuis le mois de septembre. On ne sait pas quand est-ce qu'elle arrivera, peut-être en mars, peut-être en avril. En tout cas, ce sera la voiture effectivement que j'utiliserai pour mes déplacements sur le département, à Paris et en France, quand je suis invité à me déplacer dans le cadre de mes fonctions de président de département. Je ne vais pas m'excuser de commander une voiture à 78 000 €. C'est le prix de la berline française. C'est quand même ce qu'on fait de plus, de mieux en France en matière d'automobile. J'ai pas été acheter une voiture étrangère, j'ai acheté une voiture française. Voilà. Bon, voilà. Donc vous savez tout. J'ai considéré que la DS9 était bonne à vendre parce qu'elle valait encore un peu d'argent. Donc la DS5 est vendue. La DS9 va bientôt arriver. Et je ne m'excuserai pas de rouler dans une belle voiture qui représente le département. L'image du département à l'extérieur, ça fait ça, c'est ça. C'est la voiture du président, c'est le costume du président, c'est l'image qu'on envoie du département, c'est toutes nos politiques qu'on peut mettre en valeur dans le département. C'est ça l'attractivité du département. On n'est pas un département de plouc, et donc on doit montrer que dans le département, on peut aussi faire l'acquisition de belles voitures, porter de belles politiques. Et voilà, y avoir de l'ambition. Voilà. Et cette voiture, d'ailleurs, elle pourra aussi servir aux vice-présidents quand ils sont en déplacement, sur le département ou sur la région. C'est souvent le cas également. Rassurez-nous, Président, c'est vous qui achetez vos costumes. Oui, j'achète mes costumes, évidemment, bien sûr. Non, Voilà. mais ne soyez pas... Mais non, mais vous réagissez de façon très Non, virulente. non, Moi, ça n'était pas une attaque personnelle, je c'était finis. juste Non, une mais information que je demande. je dois cette explication à vous, puisque vous me posez la question, et je dois cette explication aux Marnais. Oui, le président va changer de voiture parce que on considère ici que je préfère vendre une voiture quand elle a encore un peu de valeur que d'attendre d'avoir de grosses réparations sur un véhicule. Voilà, donc il y aura cette DS9 dans le parc automobile du département. Bien, ça me permet, je vous remercie, de m'expliquer sur cette prochaine voiture qui arrivera. Peut-être. Bien, y a-t-il d'autres questions? Alors, vous m'aviez interrogé, mais alors il y a d'autres sujets sur la SNCF. Monsieur Gendreau va en parler. Les amendes de police, tout simplement, on applique la règle maintenant, puisque les amendes de police ne peuvent plus être complètement fléchées comme ça l'était avant. Donc aujourd'hui, elles sont distribuées mécaniquement avec un mode de calcul. Voilà. Donc le problème, vous l'avez dit, ce rapport c'est 2019. D'abord, il y a des choses qui ont évolué depuis. Donc on est maintenant souvent dans les règles par rapport aux préconisations qui ont été écrites. C'est le cas par exemple pour le mémorial Charles de Gaulle. C'est plus une question puisqu'on a remis effectivement aujourd'hui. On répond à toutes les interrogations qu'on peut avoir sur cette question.
Monsieur Gendreau. Voilà. En ce qui concerne donc les ponts SNCF, malheureusement, la SNCF est une grande entreprise où je pense qu'ils ont beaucoup de placards et ils perdent beaucoup de choses. Donc je pense qu'ils n'ont pas transmis les dossiers parce qu'ils ne les avaient pas eux-mêmes ou égarés eux-mêmes. Donc on prend les ouvrages d'art comme ils sont et puis malheureusement on n'a pas bien le choix. La loi veut que, et puis on a repris, comme on reprend les effacements de passages à niveau dangereux, toutes ces choses que la SNCF devrait participer et nous aider. Le dernier exemple en date, c'est la suppression du passage à niveau de Saint-Dizier, où on a eu énormément de courriers et d'échanges avec la SNCF. J'y ai participé à une époque. La SNCF devait participer à la réflexion de ce pont qui s'appelle le pont de la Bougaille, pour ceux qui connaissent le secteur. La SNCF a fait des promesses, et a revenu en arrière, est revenu en avant pour en fin de compte supprimer le passage à niveau et puis nous disons maintenant débrouillez-vous avec votre pont. Donc malheureusement, on n'a pas les moyens, ni techniques ni juridiques, d'imposer quoi que ce soit à cet organisme-là. On subit et on essaie de faire au mieux. Merci, Monsieur Gendreau. Est-ce qu'on a répondu à l'ensemble de vos questions? Oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc, je soumets au vote ce rapport. On en prend acte uniquement? Bon, donc pas d'observation supplémentaire. On prend donc acte de ce rapport numéro 2. Le rapport numéro 3, il s'agit de désigner un représentant de cette Assemblée pour siéger à l'Association foncière d'aménagement foncier, agricole et forestier de Changé. M. Gendreau va faire la proposition. On a déjà une candidature. S'il y a d'autres candidats, bien sûr, il y aura une élection. Je vous laisse... Le rapport est présenté par vous, Président. Eh bien, alors, rien à dire de plus. Je le présente. Vous avez, voilà, c'est tout simplement un représentant du département. On a la candidature du grand spécialiste des questions foncières, Michel André. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Non. Donc, est-ce qu'il y a une opposition à cette candidature? Des abstentions? Je n'en vois pas. Michel André est élu à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 4, vous allez voir qu'on recrute aussi, M. Gendreau parlait d'ingénierie. On a besoin d'ingénierie pour faire avancer nos projets, avancer nos projets souvent qui sont innovants. Je peux le dire parce qu'on en a encore discuté ce matin avec les vice-présidents. On a un certain nombre de projets aujourd'hui qui sont engagés, qui sont des projets précurseurs au niveau national. On intéresse le département, on a de beaux projets à mener, mais pour mener des beaux projets modernes, qui innovent, qui expérimentent, il nous faut aussi des chargés de mission, de l'ingénierie, qui viennent en soutien à nos équipes, parce que décider ici, c'est une chose, mais ensuite il faut le mettre en œuvre, et on doit s'appuyer sur de l'expérience et sur des collaborateurs. C'est, j'allais dire, ce que vous allez pouvoir regarder, apprécier dans ce rapport présenté par M. Gendreau. Donc c'est un rapport, donc c'est le classique également, qu'on présente quasiment à chaque CP, sur le recrutement de suremploi de catégorie A. Vous savez que quand on ne trouve pas de personnel dans le cadre de fonctionnaires, on demande l'autorisation d'embaucher des personnes. Donc dans ce cadre-là, on a 4 demandes en catégorie A. Il nous faut un ou une directrice au sein de la direction du patrimoine et des bâtiments pour le point d'aménagement, qui encadrera donc les agents dans ce cadre-là. Il nous faut également un ou une adjointe au chef de service responsable de l'unité de placement et des lieux d'accueil au sein des services enfants, jeunesse de la direction de l'enfance et de la solidarité. Là aussi, on nécessite de renforcer nos structures. Il nous faut également un ou une référente revenu de solidarité active au sein de la circonscription d'action sociale de Langres pour renforcer également l'équipe. Et enfin, une demande qui va enfin trouver sa conclusion, on l'espère, un ou une infirmière au sein du pôle prévention santé. Vous savez qu'on a perdu les médecins, qu'on va récupérer un médecin, et là maintenant il nous faut aussi un infirmier. Et donc on vous demande également d'embaucher un infirmier. Et également, en niveau catégorie B, on vous demande également, si on ne trouve pas de fonctionnaire remplissant les conditions, l'autorisation d'embaucher un ou une chargée de la gestion de la desserte des documents culturels au sein de la médiathèque départementale de la direction de la culture. Voilà.
Merci. Monsieur Gendreau, est-ce que vous avez des questions sur ces... Effectivement, le pôle prévention, après l'arrivée du médecin et l'arrivée de cette infirmière, se renforce conformément aux engagements pris envers les personnels et nos collaborateurs. Alors, y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Je soumets donc au vote ce rapport numéro 4. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il est adopté, je vous remercie. Nous passons maintenant à la deuxième commission. Ce sont des délibérations assez classiques que nous prenons chaque année, des conventions de partenariat dans le cadre de la promotion du territoire. C'est Madame la présidente de la deuxième commission qui va présenter le rapport 5, 6, 7 et 8. Oui, ça clignote. Merci, Monsieur le Président. Donc, le Président vous propose de renouveler notre convention avec la Société d'information radio autoroutière Autoroute Info 107.7. Cela nous permettra de préparer au mieux la saison touristique en Haute-Marne et de développer la notoriété et l'attractivité de notre département dans la continuité de la campagne La Haute-Marne Respire et Inspire avec la diffusion d'un spot promotionnel Respirer et Inspirer. Des reportages seront diffusés sur la fréquence d'Autoroute Info lors de périodes clés. Les reportages sur les lieux emblématiques de la Haute-Marne. 107.7 est la radio la plus écoutée sur l'autoroute, avec 84% des automobilistes qui l'écoutent pour une durée par auditeur de plus d'1 heure. Le partenariat pour 2022 s'élèverait à 19 020 € TTC, montant identique à 2021. Il sera prévu dans le cadre de ce partenariat pour 2022 la diffusion de 174 spots promotionnels de 30 secondes, 87 pour le tourisme et 87 pour l'attractivité du territoire. Il y aura aussi 260 diffusions de reportages de 2 minutes offertes sur les atouts de la Haute-Marne. Des reportages comme en 2021 seront réalisés et il est prévu également la diffusion d'une émission spéciale en direct au choix du conseil départemental. L'ensemble des reportages et de l'émission spéciale seront diffusés en simultané et en rediffusion sur le site internet d'Autoroute Info. Aussi, après avoir recueilli l'avis favorable de la deuxième commission réunie le 25 janvier 2022, le Président vous demande de bien vouloir approuver les termes de cette convention et de l'autoriser à la signer. Merci, Madame la Présidente. Y a-t-il des questions sur ce rapport numéro 5 ? Je n'en vois pas, je soumets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Rapport adopté. Rapport numéro 6, convention de partenariat avec Puissance Télévision. Merci, Monsieur le Président. Donc, le Président vous propose de reconduire le partenariat avec Puissance Télévision, Web Télévision, lancé en mai 2016 à Saint-Dizier. Il s'agit de la mise en valeur des actions du Conseil départemental et de la Haute-Marne. Cela permettra aussi d'accompagner le développement de cette association. La chaîne Puissance Télévision propose un journal tous les jours, des reportages, des lives sur l'actualité, ainsi que des émissions de divertissement et de découverte. Elle couvre un bassin de population de plus de 177 000 habitants sur Joinville, Saint-Dizier, Vassy, mais aussi Bar-le-Duc et Vitry-le-François. Puissance Télévision diffuse sur Internet. Elle a signé une convention en 2019 avec le CSA et la chaîne va pouvoir être disponible bientôt sur les écrans et sur les box. En 2021, Puissance Télévision a dépassé l'objectif fixé de 80 reportages. Elle en a effectué 505. Elle est très présente sur les réseaux sociaux et en 2021, elle a largement couvert et retransmis l'actualité du département sur différents supports. Puissance Télévision est très engagée auprès des jeunes, elle prévoit des créations d'emplois locaux, elle veut développer une offre de formation avec le souhait d'ouvrir en 2022 une école dans le domaine de l'audiovisuel à Saint-Dizier et elle souhaite recruter 4 journalistes sur Chaumont pour sa nouvelle antenne, ouverture prévue en 2022. Donc pour 2022, Puissance Télévision, dans le cadre de ce partenariat, devra relater l'actualité de la vie du territoire, conforter l'identité de la collectivité et renforcer le sentiment d'appartenance de ses habitants, valoriser les initiatives de la société civile et créer du lien entre les habitants, nouer des partenariats avec les organisations culturelles, économiques et sociales du territoire, favoriser l'expression des citoyens, relater l'actualité de la vie publique locale selon une approche pluraliste, encourager la vision des coulisses et la découverte de l'organisation des structures. Le partenariat comprendrait 2 aspects, la politique départementale de la collectivité et l'attractivité du territoire sous la marque La Haute-Marne Respire et Inspire, avec un minimum de 80 contenus pendant la durée du contrat,
du 1er janvier au 31 décembre 2022. Donc le partenariat pour cette période s'élèverait à 55 000 €. Après avoir recueilli l'avis favorable de la deuxième commission réunie le 25 janvier, le président vous saurait gré de bien vouloir approuver les termes de la convention de partenariat avec Puissance Télévisions et de l'autoriser à la signer. Merci Madame la Présidente. Je rappelle à tous les collègues d'essayer de faire quelques synthèses des rapports que vous avez tous lus. Donc c'est juste pour vous rappeler, la présentation des rapports, c'est juste pour vous rappeler en fait le rapport que vous connaissez parfaitement, puisque vous l'avez lu à la virgule près. Simplement, puisqu'ils ne sont pas très loin, ils entendront ce que je vais vous dire sur Puissance Télévisions. Je crois que c'est une belle réussite aux Marnaises. C'est au départ le démarrage d'une équipe, une petite association, avec une très grande ambition pour le département. En tout cas, pour nous, c'est important d'avoir une équipe qui se développe. J'ai entendu ce que vous avez présenté, Madame la Présidente, développement aussi sur l'ensemble du territoire, l'arrivée sur Chaumont, un bon relais d'opinion pour le travail de l'ensemble des collectivités. C'est vraiment un modèle de réussite, avec une équipe jeune, avec une façon de communiquer moderne. Et je me réjouis qu'on puisse à nouveau signer cette convention avec Puissance Télévisions, qui a, je sais, encore de beaux projets. Nous serons là pour les accompagner. Voilà ce que je voulais apporter comme précision sur ce rapport. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Non. Donc je soumets ce rapport numéro 6. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie pour cette unanimité. Nous passons maintenant au rapport numéro 7. Il s'agit maintenant de notre convention de partenariat avec Active Radio. Et Madame la Présidente nous présente ce rapport. Donc, Monsieur le Président vous propose de renouveler le partenariat avec Active Radio Haute-Marne, station diffusant sur l'ensemble du département. Donc, radio associative qui est basée à Joinville, elle diffuse sur Saint-Dizier, Chaumont et Langres. Le partenariat s'élèverait pour 2022 à 5 000 € TTC, avec la diffusion de 10 campagnes de communication avec des spots de 30 secondes dans la limite de passage de 700 spots sur toute la période, mais aussi des reportages et des interviews en fonction de la demande du département. Aussi, après avoir recueilli l'avis favorable de la deuxième commission réunie le 25 janvier, le président vous saurait gré de bien vouloir approuver les termes de cette convention et de l'autoriser à la signer. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport numéro 7? Je n'en vois pas. Je soumets donc au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? C'est adopté. Je vous remercie. Le rapport suivant, il s'agit d'une convention de partenariat relations presse-collège. Et c'est à nouveau Madame la Présidente qui présente ce rapport numéro 8. Voilà, donc une convention de partenariat tripartite entre le département de la Haute-Marne, la direction des services départementaux et l'éducation nationale et le journal de la Haute-Marne devrait être signée pour sensibiliser les jeunes à la presse et les intéresser au monde qui les entoure. Donc des collégiens volontaires de différents établissements marnais encadrés par des journalistes professionnels s'engagent dans une démarche d'information à paraître sous la forme d'un cahier spécial inséré dans le journal de la Haute-Marne 3 fois par an. Dans ce cadre, le Conseil départemental des jeunes sera également sensibilisé aux enjeux autour de la liberté de la presse. Ce partenariat ne nécessite aucun engagement financier de la part du département. Cette convention est mise en place pour la durée d'une année scolaire et s'applique aux collégiens de la Haute-Marne. Voilà, donc en fonction de ces éléments, le président vous saurait gré de bien vouloir vous prononcer sur ce partenariat. Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport numéro 8? Je n'en vois pas. Je soumets donc au vote ce rapport. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Avant de prendre la troisième commission, Madame la première vice-présidente en charge des questions d'attractivité veut vous donner quelques informations en relation avec cette deuxième commission. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voulais tout simplement vous faire un très petit résumé de notre participation au Salon du Travail et de la Mobilité, donc les 20 et 21 janvier dernier. Étaient présents sur ce salon donc Alexandra et Louise pour le département et Stéphane Minon de l'agglomération de Chaumont également. Je voudrais ajouter que nos autres partenaires, CCI, autres communautés d'agglos ou de communes, etc., nous ont accompagnés, mais dans la préparation en amont de ce salon, qui s'inscrit donc logiquement dans notre campagne d'attractivité, puisqu'il s'agit
avant tout d'accrocher, je mets accrocher peut-être entre guillemets, les Parisiens en quête d'un nouveau cadre de travail et d'un nouveau cadre de vie, et donc leur faire découvrir eh bien, les potentialités et les opportunités de notre département. Alors les entreprises haut-marnaises, la CCI, à travers la CCI, avaient reçu aussi un emailing pour nous faire remonter toutes les propositions, puisque à 98%, les visiteurs de salon étaient en recherche donc d'un emploi, mais dans un autre territoire, donc pour s'éloigner de Paris. Voilà, donc ça a très bien marché. On a eu à peu près une centaine de contacts sérieux, avec donc des contacts très variés. Ça pouvait aller de jeunes diplômés à des fonctionnaires, des personnes en reconversion, etc. Et donc, vous dire aussi qu'il ne s'agit pas de prendre des contacts, mais que nous avons ici au conseil départemental, donc en l'occurrence Louise, qui suit tous ces contacts et qui assure donc un suivi et un contact régulier avec les personnes qui sont intéressées. Et vous dire aussi, mais ça vous le savez sûrement déjà, que nous participerons également, et on espère que rien ne l'empêchera cette année, au Salon de l'agriculture, donc, qui va se tenir, lui, du 26 février au 6 mars. Voilà, donc pour vous donner un petit peu d'actualité sur cette campagne d'attractivité et ses diverses formes. Merci, Madame la Première Vice-Présidente. Alors, nous allons maintenant passer à la troisième commission, et c'est Madame Nedelec qui va présenter ses rapports de la troisième commission, avec un premier rapport assez classique d'acquisition de parcelles à Longeau-Percé. Voilà, et une incidence financière de 6 €. Donc, on a ici un propriétaire donc, qui met en alignement sa propriété conformément au plan d'alignement de la D67 sur le territoire de Percé-le-Potel, comme l'a dit le président. Donc, cette régularisation eh bien, engendre donc un achat de 2 mètres carrés estimé à 3 € le mètre carré, et ce qui fait donc 6 € de dépenses pour le département. La troisième commission a donné un avis favorable le 3 janvier, et le président vous demande donc d'approuver l'acquisition de cette parcelle au prix indiqué, de l'autoriser à recevoir sous la forme administrative l'acte à intervenir et me donner pouvoir pour signer au nom du département l'acte à intervenir. Merci, Madame la Première Vice-Présidente. Y a-t-il des questions sur ce rapport numéro 9? Non, je soumets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il est adopté. Nous passons au rapport numéro 10. Nous partons à Chamarandes-Choigne pour une cession et un échange de terrain. Alors là, il s'agit d'une recette pour le département de 3 370 € pour 2 mises en alignement. La première concerne une SCI qui doit acquérir 207 mètres carrés. L'estimation est à 5 € le mètre carré. La deuxième mise en alignement implique un échange de terrain avec Soult, toujours au prix de 5 € le mètre carré. Donc la propriétaire cède 2 mètres carrés et le département cède 469 mètres carrés, ce qui fait donc une différence de 2 335 € et un total de 3 370 € pour ces 2 mises en alignement. Et donc, comme précédemment, le président vous demande d'approuver donc ces cessions et échanges, de l'autoriser à recevoir les actes sous forme administrative et de me donner pouvoir pour signer au nom du département les 10 actes. Merci, Madame Nedelec. Y a-t-il des questions sur ce rapport numéro 10? Je n'en vois pas. Je soumets au vote ce rapport. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il est adopté. Nous passons maintenant à une convention d'un groupement de commandes. C'est Madame Nedelec qui présente ce rapport numéro 11. Oui, merci. Donc, groupement de commandes entre le département et la commune de Bannes, l'incidence financière étant cette fois-ci de 645 174 €. Donc, le département doit réhabiliter un ouvrage qui supporte la D54 et qui franchit une ligne SNCF, donc la ligne qui relie Langres à Andilly notamment. Et cette réhabilitation se fait sur la commune de Bannes. Donc, ces travaux, par contre, nécessitent le déplacement à la charge de la commune d'une canalisation d'eau potable. Donc, cette opération comprend à la fois des travaux qui relèvent de la compétence départementale, vous en avez le détail, et des travaux qui relèvent de la compétence communale, vous en avez également le détail.
Donc pour ça, il faut établir une convention qui est consultable sur le portail des élus et qui concerne donc ce groupement de commandes entre les deux collectivités. Le département, compte tenu du décalage des sommes, sera le coordonnateur du groupement, organisera l'ensemble des opérations de consultation, et le département est mandaté par la commune de Bannes pour donc l'exécution du marché public. Bien entendu, la commune de Bannes pourra effectuer tous les contrôles en cours de route qu'elle estime nécessaires et donnera également son accord préalable avant la réception de l'ouvrage. Donc c'est le département qui paie l'ensemble de la facture, 645 174 €, qui sera donc réparti entre la commune de Bannes pour 21 300 €, tout le reste étant pour le département. Et donc la participation financière de Bannes a été définie selon les modalités que vous avez sur votre rapport. Un premier versement donc de 20% du montant prévisionnel et puis le solde au moment du décompte général et définitif de l'opération. Donc la troisième commission a donné son accord le 3 janvier dernier. Le président vous demande d'approuver la constitution de ce groupement de commandes, d'approuver les termes de la convention et de l'autoriser à la signer. Merci, Madame la Première Vice-Présidente. Alors, vous avez des questions sur cette convention? Non, je la soumets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. C'est adopté le rapport numéro 12. Il s'agit d'une série de conventions sur des répartitions de charges afférentes à la chauffage, en fait, sur plusieurs sites du département. C'est Madame Nedelec également qui présente ce rapport numéro 12. Oui, merci. Donc, il s'agit là de la démarche de qualité environnementale qu'a entrepris le département en privilégiant la filière bois. Ça concerne donc 4 communes, Bourmont, Vassif et Ibio, Saint-Blain. Ces chaufferies assurent la production de chaleur non seulement pour les collèges, mais aussi pour d'autres structures qui n'appartiennent pas au département, dont vous avez la liste également dans le rapport, d'où les conventions à signer pour la répartition des charges avec chaque utilisateur pour une durée de 5 ans. Alors la convention qui concerne le foyer de vie de Saint-Blain est à échéance. Les conventions pour les 3 collèges avaient déjà été approuvées il y a un an à peu près, le 19 février 2021. Elles n'ont pas reçu d'exécution compte tenu d'une mise à jour des marchés d'exploitation pour l'ensemble des chaufferies. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de refaire les conventions dans leur intégralité. Ces contrats sont intégralement pris en charge financièrement par le département et les conventions donc préciseront les modalités d'exécution de ces contrats et la répartition des charges, et vous avez le détail dans votre rapport. Voilà, donc la troisième commission a donné un avis favorable le 3 janvier dernier. Le président vous demande d'approuver les termes des conventions de répartition des charges de fonctionnement à intervenir et qui sont consultables sur le portail, comme je l'ai dit tout à l'heure, et d'autoriser le président et moi-même à les signer. Merci, Madame la Vice-Présidente. Y a-t-il des questions sur ce rapport numéro 12? Non. Je le soumets donc au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il est adopté. Nous passons maintenant à la 4e commission. Il s'agit de nos partenariats avec les collectivités territoriales. J'en profite pour vous lancer un appel dans le cadre du FAL. N'hésitez pas à engager. Il faut réunir vos binômes. Il faut faire des propositions. Un certain nombre de dossiers, on a eu des retours de communes qui attendent maintenant l'engagement des conseillers départementaux de leur fonds d'aménagement local. Engagé, on a déjà l'année qui est avancée, donc on a déjà un certain nombre de cantons qui engagent dès maintenant dans le rapport numéro 16. Mais nous passons au rapport numéro 13 avec des prorogations de la durée de validité de subventions, et c'est le vice-président Martinelli qui présente ce rapport numéro 13. Monsieur le Président, il s'agit d'un rapport traditionnel sur la prorogation de la durée de validité des subventions, qui sont pour certaines des opérations un peu anciennes et le motif de demande de prorogation sont soit des opérations qui sont en cours de réalisation mais qui ont des retards dans cette réalisation, ou des factures qui ont été reçues alors que la date de réalisation était caduque, et donc il faut qu'administrativement ce soit dans les clous.
Voilà, vous en avez la liste. Merci, Monsieur le Vice-président. Des questions sur ce rapport numéro 13. Je le soumets donc au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il est adopté. Nous passons au rapport numéro 14. Une information que je renouvelle quand même pour les nouveaux conseillers départementaux. Vous avez vu que le fonds voirie est sur une base de 20%. Vous avez la possibilité d'abonder par du FAL à hauteur de 10% pour les communes qui font plus de 100 habitants et à hauteur de 30%, c'est-à-dire 50%, pour les communes qui ne font pas 100 habitants. Je le dis parce que ça peut permettre d'accompagner des communes qui font de la voirie. Sachez quand même que sur la voirie, on est souvent les derniers à intervenir en matière d'accompagnement des communes. Donc, avoir 50% pour une petite commune qui fait un peu de voirie, je peux vous dire que c'est la clé pour la concrétisation du projet. Alors, c'est Madame la Présidente de la Commission, Astrid Ditulot, qu'on retrouve en pleine forme, qu'on est content d'avoir parmi nous et qui va présenter ce rapport numéro 14. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, pour l'année 2022, 1 million d'euros ont été affectés au fonds voirie. Donc, il nous est demandé aujourd'hui de se prononcer sur 22 opérations pour les communes que vous avez en annexe pour un montant de 130 799 euros. Après avoir reçu l'avis favorable de la 4e commission lors de sa réunion du 7 janvier 2022, le Président vous demande de bien vouloir vous prononcer sur ces propositions. Merci Madame la Présidente. Alors, sur ce fonds voirie, rapport numéro 14, je ne vois pas d'intervention, je le soumets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Nous avons ensuite des travaux sur le fonds des travaux structurants, avec des attributions de subventions. C'est à nouveau Madame la Présidente qui nous présente deux rapports dans ce rapport numéro 15. Oui, donc pour l'année 2022, 700 000 euros ont été affectés au fonds des travaux structurants. Aujourd'hui, nous parlons de deux opérations pour les communes de Bettencourt-la-Ferrée et d'Effincourt, pour un montant de 213 209 euros. Après avoir reçu l'avis favorable de la 4e commission lors de sa réunion également du 7 janvier 2022, le Président vous demande de bien vouloir vous prononcer sur ces propositions. Merci Madame la Présidente. Y a-t-il des questions sur ce rapport numéro 15? Je n'en vois pas. Donc je passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? C'est adopté. Rapport numéro 16. Il s'agit donc du FAL pour les cantons de Bourbonne-les-Bains, Chalindrey, Chaumont et Nogent. Vous avez la parole, Madame la Présidente. Je crois que c'est moi qui devais le rapporter. C'est plutôt Monsieur Martinelli, je pense. Merci, Monsieur le Président. Donc, simplement rappeler pour ce FAL qu'on a une autorisation de programme de 2 400 000 euros et que l'incidence financière du présent rapport est de 180 000 euros, avec une incidence sur cette programmation pour Bourbonne-les-Bains de 73 000 euros, le canton de Bourbonne-les-Bains, le canton de Chalindrey 68 000 euros, le canton de Chaumont 10 000 euros et enfin le canton de Nogent 28 000 euros. Merci. J'étais en train de dire à mes collaborateurs que ça fonctionnait très mal, la Sono, et qu'on allait devoir à nouveau investir dans du matériel neuf. On essaiera de l'avoir pour pas trop cher, enfin au moins qui fonctionne, quoi. Alors, sur ce rapport numéro 16, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? C'est adopté, je vous remercie. Toujours des fonds d'accompagnement pour les communes, mais il s'agit de la 5e commission et du FDE. C'est Monsieur le vice-président gouverneur qui nous présente le rapport numéro 17. Merci, Monsieur le Président. Je vous propose simplement d'attribuer sur le FDE donc les subventions détaillées dans le tableau ci annexé, qui représente un engagement financier de 436 474 euros. Il nous restera donc disponible 1 963 526 euros. Et ce rapport concerne 28 dossiers. L'inscription des crédits de paiement nécessaires à ces engagements sera proposée au vote au fur et à mesure de la réalisation des travaux. Et après avoir recueilli l'avis favorable de la 5e commission, le Président vous saurait gré de bien vouloir vous prononcer sur ces propositions et l'autoriser, sur demande de bénéficiaire, à proroger de 12 mois maximum la date de validité de la subvention. Merci, Monsieur le vice-président. Des questions sur ce rapport numéro 17? Non. Je soumets au vote ce rapport. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il est adopté. Le rapport numéro 18, qui est un rapport d'habitude présenté par ma collègue Brigitte Fischer-Patria, qui est en charge des ENS, mais c'est le
vice-président qui va exercer ses fonctions de rapporteur pour le rapport numéro 18. Merci. Je vais essayer de vous résumer au mieux ces 8 pages de rapport. Le département s'est engagé dans la mise en œuvre et le financement d'actions relatives à la politique départementale en faveur des espaces naturels sensibles ENS. Lors du vote du budget primitif 2022, le Conseil départemental a adopté la poursuite d'une série d'actions en faveur de la promotion et de la préservation des espaces naturels sensibles. Des subventions qui seront versées seront affectées à l'utilisation de la taxe d'aménagement départemental TAD au titre des espaces naturels sensibles. Il y a 3 dispositifs d'intervention. Le premier dispositif, c'est l'aménagement et l'entretien des milieux aquatiques. La communauté de communes Aubry-Vingeanne-Montsaujonais sollicite une participation financière du département pour des travaux de restauration écologique de cours d'eau, en l'occurrence la remise du badin dans son talweg d'origine en amont de Courcelles-Val-des-Noms et dans le bourg de Courcelles-Val-des-Noms. Le projet s'élève à 370 276,10 €, frais annexes compris, la dépense éligible est de 347 546 €. La communauté de communes souhaite une subvention à hauteur de 30%. Le second dispositif est celui de soutien aux projets locaux. La commune de Caux en sollicite une participation financière du département pour l'installation d'une pompe bélier au jardin suspendu. Le projet s'élève à 20 718 € et la commune souhaite une subvention départementale à hauteur de 30%. La commune a informé les services départementaux qu'une subvention de 50% au titre de la DETR lui a été attribuée. Toujours par rapport à ce même dispositif, la commune de Cours-l'Évêque sollicite une participation financière du département pour son projet d'afforestation pédagogique biodiverse. La commune prévoit la réalisation de ce projet sur 3 ans, 2021, 2022 et 2023. Il s'agit de réaliser un arboretum sur le site d'une ancienne carrière remblayée. Toujours pour ce dispositif numéro 2, la commune de Condes sollicite une participation financière du département pour son projet de circuit de découverte dit du Pic Noir. Le projet s'élève à 20 850 € hors taxe et la commune souhaite une subvention départementale à hauteur de 80%. La commune a informé les services départementaux ne pas avoir sollicité d'autres financeurs publics. Enfin, le troisième dispositif de soutien à la plantation de haies et de vergers. La politique en matière d'espaces naturels sensibles comprend un programme paysager dont la vocation est de la préservation des paysages et de la biodiversité. Ce programme accompagne notamment la plantation de haies et de vergers fruitiers et truffiers. Il y a en fait, par rapport à ce dispositif, 10 dossiers qui y sont concernés, que je ne vais pas vous détailler, mais qui devront être réalisés au plus tard le 31 mars 2023. En résumé, je vous propose d'attribuer à la communauté de communes Aubry-Vingeanne-Montsaujonais pour les travaux de restauration donc écologique dont je viens de vous parler, au titre de l'aménagement et l'entretien des milieux aquatiques, une aide de 104 264 €. D'attribuer à la commune de Caux au titre des projets locaux, travaux de gestion environnementale au sein d'un jardin remarquable, de la politique en faveur des espaces naturels sensibles, une aide de 6 215,40 €. D'approuver les termes de la convention de partenariat à intervenir entre la commune de Caux et le département relativement à ce soutien. D'attribuer à la commune de Cours-l'Évêque au titre des projets locaux, travaux d'aménagement environnemental et travaux d'aménagement nécessaires à l'accueil du public au sein d'un jardin remarquable, de la politique en faveur des espaces naturels sensibles, une aide de 3 458,71 €, d'approuver les termes de la convention qui va avec ce dossier, d'attribuer à la commune de Condes au titre des projets locaux une aide de 16 680 € et d'approuver les termes de la convention de partenariat, et d'attribuer donc aux 10 dossiers dont je vous ai parlé la somme totale de 6 841,85 €, donc c'est pour l'ensemble de ces 10 dossiers. Le versement de ces aides sera effectué sur présentation de justificatif de dépenses et conformément au règlement du dispositif des aides en faveur des espaces naturels sensibles et, le cas échéant, aux conventions de partenariat. Après avoir recueilli l'avis favorable de la 5e commission le 24 septembre 2021, et le 7 janvier 2022, le président vous saurait gré de bien vouloir vous prononcer sur ces propositions. Bien, merci Monsieur le Vice-président. Quand je pense que je chahute la présidente de la commission quand elle fait des efforts de synthèse, et j'espère qu'elle doit suivre à distance, et on a évidemment une petite pensée pour elle, mais la prochaine fois, elle présentera ce rapport ENS, elle reprendra sa place.
Bien, y a-t-il des questions sur ce rapport numéro 18? Non. Je soumets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il est adopté. Je vous remercie. Il s'agit maintenant de notre politique de soutien au développement et à la modernisation des outils primaires en agriculture, en cohérence, bien sûr, avec la région, sur toutes ces questions agricoles. C'est Monsieur le vice-président gouverneur qui nous présente ce rapport. Non, à signaler que, Madame la Présidente de la Commission, vous aurez dit en fin de lecture « Merci, Monsieur le Président », ce que je n'ai pas fait. Donc, par rapport à ce rapport numéro 19, rappel du contexte, depuis la loi NOTRe, la région Grand Est est chef de file pour conduire une politique économique, y compris dans les domaines agricoles et forestiers. Par convention de cofinancement avec la région, convention signée par le département et la région Grand Est en date du 11 janvier 2021, le département peut continuer à intervenir dans ce domaine. Ce soutien prend la forme notamment de 2 dispositifs présentés dans le tableau suivant. Un premier volet concernant la diversification des productions agricoles et développement des produits spécialisés. Donc, premier volet, le développement et la modernisation des outils de production. Les crédits votés en séance du 17 décembre sont à hauteur de 30 000 €. Et le second volet, le renforcement des capacités de transformation et de commercialisation, où l'on a voté des crédits à hauteur de 60 000 €. Dans le cadre des dispositifs exposés ci-dessus, la commission permanente de la région Grand Est a décidé en séance du 21 janvier 2021 d'accorder des subventions pour 7 exploitations haut-marnaises. Donc, elle a bien décidé le 21 janvier 2021. Donc, on peut imaginer qu'on a un petit peu de retard, mais en fait, il y a 2 séances attributives au niveau de la région qui fonctionnent par appel à projet. Et donc, au niveau du département, on attend d'avoir la totalité de ces projets pour se prononcer. C'est pour ça qu'on se prononce donc en tout début d'année 2022. Au regard des règlements départementaux de financement adoptés en séance du 18 décembre 2020 et des crédits budgétaires alloués en séance du 17 décembre, les 7 projets présentés dans le tableau joint en annexe peuvent donc être soutenus par le département. Je ne vous les résume pas, hein, vous les avez sous les yeux. Après avoir recueilli l'avis favorable de la 5e commission, donc le président vous saurez gré de bien vouloir retenir les 7 projets qui vous sont présentés et d'attribuer aux exploitants l'aide départementale proposée, d'approuver les termes du modèle de convention d'attribution de financement départemental présenté en annexe et l'autoriser à signer les conventions prises sur la base du modèle de convention ainsi que tout document nécessaire à la mise en œuvre de ce financement départemental. Merci, Monsieur le vice-président. Y a-t-il des questions sur ce rapport numéro 19? Non. Je le soumets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous passons maintenant aux 3 derniers rapports de la 7e commission. Madame Viard va nous présenter, Madame la vice-présidente va nous présenter le rapport numéro 20 qui concerne le financement de la médiation familiale réalisé par l'UDAF au titre de l'année 2021. Madame la vice-présidente, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Le médiateur familial, en sa qualité de tiers impartial, indépendant, qualifié et sans pouvoir de décision, favorise, lors d'entretiens confidentiels, la gestion du conflit dans le domaine familial. Depuis 2006, compte tenu de l'intérêt que présente la médiation familiale dans la prévention des risques de maltraitance des mineurs, le Conseil départemental s'est engagé dans le financement du service de médiation familiale. Il est assuré par l'Union départementale des associations familiales. C'est un financement partenarial avec la Caisse d'allocation familiale, la Mutualité sociale agricole et la Cour d'appel de Dijon. Pour l'année 2021, le Président vous propose de reconduire le dispositif antérieur et d'attribuer une subvention totale de 3 600 € avec un versement forfaitaire de 3 000 € et le versement du solde lorsque nous aurons été transmis les chiffres définitifs des entretiens réalisés. Cette proposition a reçu l'accueil favorable de la 7e commission réunie le 4 janvier 2022 et le Président vous saurez gré de bien vouloir donner aussi votre avis favorable. Merci. Merci Madame la vice-présidente. Y a-t-il des questions sur ce rapport numéro 20? Je n'en vois pas, je soumets au vote ce rapport. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il est adopté, je vous remercie. Le rapport numéro 21, il s'agit du renouvellement de la convention de gestion déléguée à l'agence de services et de paiement concernant l'aide au poste octroyée par le département aux ateliers et chantiers d'insertion ACI. C'est Madame la vice-présidente, la première vice-présidente, Rachel Blanc, qui présente ce rapport numéro 21.
Merci, Président. Oui, c'est un renouvellement de convention assez classique. Cette convention arrive à son terme. Elle est établie avec l'Agence de services et de paiement. Et en effet, le département intervient dans le cofinancement des contrats aidés selon deux modalités. Il y a le versement au chantier d'insertion et le versement aux employeurs. C'est au bénéfice des bénéficiaires du RSA, bien sûr. Et donc, comme le département délègue à l'Agence de services et de paiement, il convient d'élaborer une convention. La mission de l'ASP, c'est de contrôler et de régulariser les paiements pour le compte du département. Et donc, voilà, très simple, sachant que cette convention est arrivée à échéance, nous voulons la renouveler. Les frais de gestion pour cette convention s'élèvent à 7 631 € et cette convention a reçu l'avis favorable de notre commission, réunie le 4 janvier 2022. Aussi, le Président vous saurait gré de renouveler les termes de cette convention et de l'autoriser à la signer. Merci, Madame la Première Vice-Présidente. Y a-t-il des questions sur ce rapport numéro 21 ? Je n'en vois pas, je le soumets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Il est adopté, je vous remercie. Enfin, le dernier rapport de cette commission permanente, c'est Madame la Présidente Anne Leduc qui va présenter une nouvelle convention avec une commission annuelle d'objectifs et de moyens. Madame Leduc, voilà, vous êtes au fond. On vous laisse la parole. Merci, Président. Effectivement, une convention annuelle d'objectifs et de moyens va être établie entre le Conseil départemental et l'État. Le département intervient dans le cofinancement des contrats aidés selon deux modalités. Elles viennent d'être énoncées dans le rapport précédent, donc je ne reviens pas dessus. Une convention annuelle d'objectifs et de moyens conclue avec l'État fixe les objectifs d'entrée en contrat unique d'insertion qui ont été évalués à 20 pour un montant prévisionnel de 80 000 €. La quantité d'équivalents temps plein a également été déterminée au nombre de 73,65 équivalents temps plein pour un montant prévisionnel de 517 000 €. Depuis le 1er janvier 2016, l'ensemble de ces aides est versé aux employeurs par l'Agence de services et de paiement, organisme mandaté par le département à cet effet et dont nous venons de renouveler la convention. Les participations financières des ateliers et chantiers d'insertion sont réparties dans le tableau que vous pouvez voir en dessous. Et les membres de la 7e commission ont émis un avis favorable le 4 janvier dernier. Le Président vous sera gré de bien vouloir approuver les termes de la convention annuelle d'objectifs et de moyens pour l'année 2022 entre les départements et l'État et de l'autoriser à signer la convention annuelle d'objectifs et de moyens 2022, son annexe, ainsi que tous les actes relatifs à l'exécution de la convention pour l'année 2022. Merci, Madame la Présidente. Y a-t-il des questions sur ce dernier rapport numéro 22 ? Non. Je le soumets donc au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Ce rapport est adopté. L'ordre du jour est épuisé. Je vous donne donc rendez-vous lors de la prochaine séance plénière et commission permanente. Et je vous souhaite un excellent week-end. À très bientôt.